Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast avec des aftes et le nez bouché, enfin un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai une voix un petit peu chelou aujourd'hui. Un petit peu, je parle dans le nez quoi, et je suis pas très en forme, donc du coup je vais pas être excitée comme d'habitude, je vais être très calme, franchement j'en ai besoin. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un épisode avis lecture, bilan lecture du mois de janvier 2025. Ça me fait bizarre de faire ça sous forme d'épisode de podcast, mais je me suis dit que c'était bien à faire parce que déjà il y a très peu de temps entre la vidéo haul, puisque la vidéo haul de janvier vous l'avez eu il y a 2 jours, samedi, je vous ai sorti la vidéo, et l'avis lecture de janvier, du coup je le sors 2 jours après, je trouve ça plus pratique. Après peut-être que je ferai pas ça tous les mois, c'est en fonction de mon planning, mais là je me suis dit je peux me permettre de faire cette vidéo en épisode de podcast parce que j'ai plein d'idées de vidéos, enfin pour l'instant en tout cas. Après peut-être que il y a peut-être une semaine où je vais pas avoir d'idée de vidéo, du coup ce sera le haul une semaine et le bilan la semaine d'après. Mais bon, entre-temps, vous avez quand même eu pas mal d'avis lecture sur Instagram, parce que aussitôt que j'achète des trucs, aussitôt je les lis, et surtout les cadeaux de Noël en général, tous les bouquins que j'ai reçus, je suis en train de tous les lire, donc voilà, je me suis pas mal bien débrouillée, sachant que la plupart des bouquins que j'ai eu pour Noël, je les ai mis dans le Cozy Corner Challenge. Et vous aurez d'ailleurs une vidéo recap. Alors attendez que je regarde mon planning parce que je sais pas quand je la fais la vidéo recap. La vidéo recap, ça sera peut-être la semaine d'après, je sais pas. Je sais pas exactement quand est-ce que je le fais. Ou alors je le fais en épisode de podcast. Sans doute. Peut-être que ce sera la semaine prochaine en vrai. Peut-être que ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Je sais pas exactement, ça dépend. J'aime bien. Moi mes plannings c'est toujours comme ça que je les fais. Je sais grosso modo ce que je dois faire. Mais avec précision, en général, c'est en fonction du temps que j'ai à faire la vidéo, si j'ai le temps de bien la faire ou pas. Donc voilà, alors pour le bilan, lecture du mois de janvier, pour ceux qui êtes là sur ma chaîne depuis pas mal de temps, vous savez qu'avant, mes vidéos YouTube, et elles ont plus de vues qu'aujourd'hui, alors je sais pas s'il faut que je comprenne un message ou pas, avec ma gueule, on n'a pas envie de voir mes vidéos, c'était que mes avis lecture, mes hauls, etc., je les faisais en podcast comme ça, avec, je mettais juste les illustrations des bouquins, je mettais juste la photo du bouquin, etc. Sur le template que vous avez sous les yeux. Et là, aujourd'hui, ça va être la même chose. Donc du coup, je sais pas si vous préférez ça ou pas. Voilà. Je sais pas. N'hésitez pas à me le dire si vous préférez les avis lecture sous ce format-là. Donc en épisode de podcast, en fait. Un avis lecture podcast. Voilà. Pas un avis lecture face caméra. Donc, maintenant, le bilan lecture plus en détail. Toujours dans l'intro, parce que c'est quand même la conclusion intro, quoi. Enfin, la conclusion du mois de janvier, mais c'est introductif à cet épisode. J'ai lu un total de 30 livres pour le mois de janvier, donc je vous l'ai déjà mis dans un post Instagram, donc je ne vous apprends rien. Et puis j'ai lu un total de 1796 pages. Et là, vous allez vous dire, waouh, t'as lu 30 bouquins en janvier, ça veut dire quasiment un livre par jour. Alors attendez, je vais vous donner dans les avis lecture la réponse de pourquoi j'ai lu 30 livres. Si vous avez déjà vu mon post Instagram, vous le savez. Mais bon, on va commencer tout de suite par le premier avis lecture et c'est sur le guide ultime Harry Potter. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos et puis si vous voulez aller voir mon avis lecture, vous aurez des photos des pages, de mes pages préférées de ce guide ultime Harry Potter en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir le post Instagram. Vous avez la couverture du bouquin, vous avez des exemples de pages. J'ai mis quoi en premier ? J'ai mis le chemin de traverse avec les boutiques, la visite de Poudlard, le plan, les images, les illustrations des 4 maisons, le ministère de la magie, et puis voilà. Donc je l'ai reçu à Noël 2024, et je dois dire que ça faisait depuis sa sortie que je le voulais, mais vraiment. Et je peux vous dire que les 200 pages, grosso modo, de ce... Alors il y a marqué livre officiel, ok. Je peux vous dire que les 200 pages retranscrivent très très bien la magie et la complexité et l'étendue du monde d'Harry Potter. C'est phénoménal en fait. Et toutes les citations, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des citations à peu près à toutes les pages. Enfin, à toutes les pages, c'est pas à peu près, c'est à toutes les pages, vous avez une citation. Donc le guide ultime, ça se concentre vraiment... de toute façon, il y a marqué sur la couverture, c'est le monde magique de la saga écrite par J.K. Rowling. Donc c'est surtout les bouquins. Il n'y a pas vraiment de... il y a rien sur les films, il n'y a pas d'illustration de films, etc. Mais par contre, alors je sais que le fait qu'on ait eu les films, ça nous permet de mieux voir de quoi il est question. Mais le bouquin, les illustrations qui ont été faites et tout dedans, c'est vraiment des illustrations faites à partir des descriptions dans les livres. Parce que par rapport au livre, entre le livre et le film,
Il y a toujours des différences. Mais j'avoue que Harry Potter, c'est quand même vachement fidèle. Même si, dans les films, forcément, ils ont squeeze des trucs. Forcément, c'est une obligation, hein, parce qu'à un moment donné, sinon... c'est pour ça qu'ils vont en faire une série, d'ailleurs. Alors, par contre, j'ai très très peur de la série, que ça va donner, je sais pas du tout. J'ai très très peur. Alors, je sais pas si c'était un fake ou pas, mais l'acteur qui va possiblement jouer Rogue, je me suis dit, c'est une blague. Enfin, bon, bref. J'espère que c'est un fake, hein, parce que franchement, sinon... bon. Moi, j'aime bien quand c'est fidèle à l'œuvre d'origine, en fait. La fidélité, l'auteur a écrit quelque chose, respectez-le, c'est tout. Donc voilà, donc ce guide il est vraiment très bien. J'ai adoré vraiment les citations, comme je vous dis c'est les illustrations du bouquin, donc vous étonnez pas si vous avez des créatures qui ne sont pas du tout celles qu'on nous a montrées dans les films, ou des personnages qui ressemblent pas du tout, genre Hermione, c'est la petite avec les taches de rousseur et les dents écartées qu'il y a dans le bouquin, c'est pas celle du film, hein, clairement pas. Mais bon voilà, c'est vraiment... purement littéraire, c'est un condensé d'absolument tout, il y a plein de détails, les couleurs, elles sont incroyables. Tout l'univers de Rowling a été vraiment décortiqué. Par contre, ça c'est vrai qu'il y a certaines pages, elles sont tellement bordéliques, elles sont tellement too much, il y a tellement trop de trucs en fait, trop d'informations que je me suis sentie assez overwhelmed. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je me suis sentie dépassée en fait. C'était illisible. Je me suis dit waouh, trop d'informations, trop de stimuli en fait. J'étais vraiment pas bien. Et il y a des petites anecdotes, en fait, il y a plein de choses qu'on apprend. Est-ce que vous saviez, donc tout ça c'est dans mon avis lecture, hein, mais bon, dans mon avis lecture en vidéo, j'en profite pour détailler bien plus. Est-ce que vous saviez que les filles, elles ont le droit d'aller dans le dortoir des garçons, mais les garçons n'ont pas le droit d'aller dans les dortoirs des filles? C'est un truc de ouf en fait. Donc voilà. Après, il y a certaines pages où j'ai dû utiliser mon téléphone, notamment pour la carte du maraudeur. Vous allez avoir besoin d'un miroir ou d'un téléphone pour lire des trucs. Bon, c'était un peu chiant, franchement. Mais voilà. Après, je suis contente, par contre, que dans les films, il n'y ait pas Peeves. Parce que dans les bouquins, En fait, Peeves, on l'oublie. On l'oublie quand on voit les films. On l'oublie qu'il est là dans les bouquins. Donc voilà. Après, il y a des tas de bestioles. Je savais pas du tout que ça existait. Parce que forcément, on nous en parle très peu dans les bouquins. Mais c'est anecdotique. Dans les films, on nous en parle pas. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment Harry Potter. Donc il y a des créatures dont on vous parle, mais c'est pas pour autant que on va vous parler des animaux fantastiques. Enfin, du film Les Animaux Fantastiques. Encore une fois, Harry Potter le guide ultime, c'est vraiment un condensé de tout ce qui a été écrit. Donc vous allez avoir aussi Vie et habitat des animaux fantastiques, le Quidditch à travers les âges, et il y a un troisième truc, non? Ah oui, les contes de Biddle le Barde, mais je crois qu'on n'en parle pas là-dedans, pas trop. Ou très très peu, enfin, voire quasiment pas, je sais pas trop. Mais... honnêtement, le guide ultime, il porte vraiment bien son nom. Parce que si vous voulez avoir le guide d'absolument tout, où rien n'est laissé de côté, où rien n'a été oublié, franchement, mais foncez dessus, quoi. Il est vraiment très très bien. Franchement, c'est mon premier coup de cœur de 2025. Après, j'avoue que ça a été compliqué. Parce que là, pour le mois de janvier, par exemple, je pense que j'ai eu 2 coups de cœur. Il y a eu Harry Potter, le guide ultime, et il y a eu Narnia, tome 5. Mais je vais vous en reparler plus en détail. Alors, le deuxième livre dont je voulais vous parler dans cet avis lecture, c'est là où je vous dis avoir triché. Parce que c'est Paddington 20 Box Complete Set. C'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. Il m'a coûté genre 48 €, je crois. Et franchement, pépite. Déjà, je pense que vous le voyez à la photo, parce que vous l'avez sous les yeux. Et en fait, vous voyez que les bouquins, ils ont été classés dans l'ordre de l'arc-en-ciel. C'est trop bien, franchement, j'adore. J'avais tellement envie. Et en fait, pourquoi je me suis acheté ça? C'était pas un cadeau de Noël. Pourquoi je me suis acheté ça? Parce que je me suis félicitée d'avoir été capable d'être sortie de ma grotte pour Noël, passer une semaine en dehors. Et pour le Nouvel An, donc le jour du Nouvel An, on a regardé un film avec mon chéri et c'était Paddington 1. Et du coup, le 1er janvier, on a regardé le 2. Donc le 31 décembre, on a regardé le 1. Le 1er janvier, on a regardé le 2. Ou 1er 2 janvier, je sais plus exactement. Et j'avais vraiment hâte que le 3 sorte. Bah d'ailleurs, le 3, il sort le 5 février, puisqu'il sort mercredi. Enfin, pour moi, il n'est pas encore sorti, parce qu'on est les tout premiers jours de février. Et du coup, je sais pas si je vais aller le voir au cinéma. Mais honnêtement, j'ai hyper envie de voir Paddington 3. Il est vraiment chouette, ce truc. Peut-être qu'on ira le voir, d'ailleurs. Avec mon neveu, pourquoi pas? Ah, je sais pas. J'avoue que ça pourrait être sympa. Donc, alors bien évidemment, pour lire ce set-là, il faut savoir lire en anglais. En français, j'ai pas trouvé d'intégrale. Les illustrations, c'est les mêmes. Mais je veux dire, le format
des illustrations n'étaient pas forcément... Enfin, c'est trop grand, en fait, ça fait des gros albums. Ou alors, c'est des éditions où je trouvais que les illustrations, c'était pas... Enfin, c'était pas honorer, en fait, la beauté de ces bouquins. Parce que franchement, ils sont chouettes. Alors après, c'est pas mes illustrations préférées, parce que moi, en général, ce que je préfère dans les albums jeunesse, c'est les petits animaux. Et par exemple, Pierre Lapin, j'adore les illustrations de Pierre Lapin de Béatrix Potter. J'adore. Il y a aussi Brambly Edge, j'adore les illustrations, enfin bon voilà. Mais Paddington, j'adore, j'aime beaucoup les illustrations, j'adore pas, je pense que j'aime beaucoup surtout. Mais en français, j'avoue que les bouquins donnent moins envie. Regardez cette beauté de cette box en fait. Elle est incroyable. Et du coup, en français, les éditions, elles m'ont déçue. Donc quand j'ai vu ça, forcément, je me suis dit, vas-y, je le prends. Et Michael Bond, il apparaît dans le 1, il a une terrasse de café, je crois. Mais il apparaît dans le film Michael Bond, donc l'auteur. Après, même si je suis complètement bilingue, j'ai eu besoin d'avoir un petit dictionnaire à côté de moi parce qu'il y avait des mots qui sont assez désuets. Et ça se voit que Paddington, c'est à l'ancienne, entre guillemets. Alors, je crois que c'est des années 70. Quand est-ce que ça a été publié pour la première fois ? Attendez. Paddington. Je sais pas écrire. Ok. Alors, le premier livre, il date de 1958. Donc, Paddington, c'est les années 60. Enfin, fin années 50, début années 60. Ah, mais c'est ouf! C'est incroyable. Et Paddington, il est né le 25 juin 1958. Ah, c'est trop bien. Donc forcément, c'est un anglais un peu poche et un peu désuet du coup. Enfin, c'est très agréable. C'est un anglais très agréable, hein, je vous le cache pas, mais... J'avais des formulations, des expressions que je connaissais pas du tout. Donc après, l'ordre des bouquins, c'est pas un ordre chronologique de publication où il n'y a pas de chronologie dans l'histoire. Genre, faut pas lire The Artist avant de lire Paddington at the Zoo. Enfin, il n'y a pas un ordre vraiment. Enfin, c'est pas l'ordre de lecture. Moi, je l'ai lu comme ça, mais parce que ça suit le rangement des couleurs de l'arc-en-ciel. Alors après, derrière la boîte, si vous dérangez le classement, parce que moi, ça me stresse de déranger l'arc-en-ciel, j'aurais pas pu, clairement. Eh bien, derrière, vous avez l'ordre des bouquins. Donc, si vous perdez et vous vous dites « Oh zut, celui-là avant ». Après, mon chéri m'a dit « Ah, mais tu sais, c'est facile, il faut suivre les couleurs de l'arc-en-ciel ». Oui, enfin, même si tu connais les couleurs de l'arc-en-ciel, parfois c'est difficile, hein. Donc, le bleu ciel, je l'aurais mis juste avant le blanc, par exemple, vous voyez. Donc du coup, c'est vrai que c'est pratique d'avoir l'ordre derrière. Ça permet de savoir au cas où tu déranges tout, quoi. Alors les livres sont très qualitatifs, c'est du papier glacé. Par contre, il y a un coin de la boîte qui a été écrasé pendant le transport. Mais c'est pas grave. Je me suis dit ok, c'est pas grave, c'est pas un gros écrasage non plus, c'est très solide. La boîte, elle est très lourde en soi, c'est sûr que ça fait plusieurs kilos, ça fait 4 kilos je crois, un truc du genre, 3-4 kilos. Mais comme le papier est glacé, ça sent super bon. La boîte, dès que je l'ai ouverte, c'est trop... Ah, ça sent trop bon. Les illustrations sont jolies, enfin bref, voilà. Après, les histoires, c'est pour tous les âges. Moi, vous voyez, je vais avoir 30 ans fin août 2025. Le 25 août 2025, du 25-25, on est content, je vais avoir 30 ans pile poil. Et je l'ai lu quand même et j'ai pris un très très grand plaisir à le lire. Alors, pourquoi je le mets pas dans mes coups de cœur ? Parce que pour moi, les coups de cœur, c'est les romans, en fait. Ça, bien évidemment que ça va faire partie de mes 25 livres pour 2025. Je pense que ça fait partie de mes coups de cœur de cette année, c'est sûr. Mais je pense que par rapport à Paddington, Harry Potter, le guide ultime et Narnia 5, ça a été bien plus des coups de cœur que celui-là. Même si ça fait quand même partie de mes coups de cœur de l'année, mais je le mettrai pas forcément en coup de cœur. Par contre, je pense que sur Goodreads et tout, je mettrai 5 étoiles, ça c'est clair. Enfin, si je peux le trouver, parce qu'en général, je vais pas mettre mon avis lecture pour chacun des 20 bouquins. Faut pas non plus... Enfin bon. Après, il y a des petits livres qui sont plus ou moins longs. La plus petite histoire, ça faisait 20 pages. Les plus petites, c'était les histoires éducatives. Vous avez une histoire pour apprendre à compter jusqu'à 10, les formes et les couleurs. Voilà, c'est que ces trucs-là, d'un point de vue éducatif. Je sais pas si ça a été... Je pense que c'est les livres les plus récents, en fait. Je pense pas que Michael Bond, il ait fait des livres à visée éducative sur les formes, etc. C'est vraiment des choses pour les enfants, hein. Donc, trouve dans l'image le petit triangle, machin. Enfin, c'est Paddington qui va repérer des formes dans son quotidien. Mais du coup, je pense que pour les petits enfants anglais, ou pour vous, si vous savez, si vous aimez lire en anglais à vos enfants, vous saurez du coup leur montrer ça dans votre quotidien. Après, les petits anglais, c'est parfait, franchement. Tu prends ton petit Paddington avec toi, t'emmènes ton gamin dans un parc, tu lui demandes de retrouver les formes comme Paddington. Franchement, c'est nickel, c'est incroyable. Enfin bon, bref. Du coup, ça fait 20 pages, et puis les plus longues, vous en aviez donc les moyennes de 25 pages, et puis les plus longues histoires, c'était une 30aine de pages.
Donc honnêtement, si vous voulez lire à votre enfant, ou à vous-même d'ailleurs, avant de dormir, c'est nickel. Après, dans le film, Monsieur Gruber, c'est celui qui est joué par... je sais plus exactement comment il s'appelle. C'est celui qui joue Slughorn dans Harry Potter. Et j'aime énormément leur amitié. C'est un vieux monsieur qui est très mignon, qui est calme, paisible, sage. C'est un peu Dumbledore ou Gandalf dans la façon de parler, mais très très doux. Il est très gentil, ce monsieur. Et Monsieur Gruber, dans les films, on le voit pas assez. Alors on le voit, il est quand même important, mais il est vraiment très important en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors par contre, il a été joué par qui? Que je vous donne le nom de l'auteur, de l'auteur. N'importe quoi. Le nom de l'acteur. Alors Hugh Bonneville, déjà, c'est lui qui joue Henry Brown, donc le papa. Et ça, franchement, Pépite, je l'adore. C'est celui qui a joué dans Downton Abbey, quand même. Ah oui, c'est Jim Broadbent. Broadbent, c'est celui qui a joué, Slughorn, voilà. Tante Lucie, mais ça, c'est la voix de Tante Lucie. C'est celle qui a joué Ombrage. Et elle a joué aussi dans Downton Abbey et The Crown. Et puis, celle qui joue Madame Bird, c'est celle qui joue Madame Weasley. Julie Walters. Walters. Enfin bref, voilà. Je pense que j'en oublie d'autres. Je sais pas exactement s'il y en a d'autres qui ont joué dedans, mais en tout cas, c'est les acteurs principaux que j'ai reconnus. Mais ça, c'est pour les films, du coup. Bien évidemment, je pense que vous vous en doutez. Et par contre, il y a un acteur qui a joué dans énormément de choses, qui joue le maire dans le Hobbit. Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver le nom de l'acteur. Mais c'est lui qui a écrit... Il y a une citation sur la boîte, et c'est de cet acteur-là. Mais alors, je sais plus exactement. Il y a un acteur qui dit justement que Paddington est une institution. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Vous savez quoi? Je vais aller chercher la boîte et je vais vous retrouver le nom de cet acteur, justement. Ce qui est de pratique, c'est qu'au montage, j'aurais juste à exporter parce que du coup, je pose, je cut les moments de blanc et c'est vraiment très pratique pendant que j'enregistre, en fait. Ah, j'adore. Je vais m'y habituer, faites gaffe, hein. Donc l'acteur qui a dit que Paddington c'était une institution et que c'est pas juste un petit tour, c'est bien plus que ça, c'est vraiment l'Angleterre quoi. C'est Stephen Fry, donc Stephen en français et Stephen Fry, et il a joué le maire dans le Hobbit, il a joué dans plein de trucs, hein. Franchement cet acteur lui-même c'est une institution quoi. Il dit que Paddington c'est une institution britannique, mais British Institution, mais il dit, enfin c'est lui-même une institution britannique aussi quoi. Alors mon histoire préférée c'est Paddington the Artist, donc l'artiste quoi. C'est hyper mignon. Et en fait, il y a une citation que je vous ai mis dans mon article, mais j'avoue, je ne l'ai pas traduit, cette citation. I think I may paint a family portrait now. Donc c'est Paddington qui dit, je pense que je devrais peindre un portrait de famille maintenant. That is, mais ça c'est seulement, if I have enough paint left for all the smiles. Elle est trop mignonne cette phrase. Mais ça c'est seulement si j'ai suffisamment de peinture pour tous les sourires, pour peindre tous les sourires. C'est trop mignon. Alors par contre, j'ai dû réduire l'article parce que j'avais mis une petite partie. Et ça, vous voyez, ça c'est ça l'avantage avec le fait de faire un épisode aussitôt. Parce que du coup, je peux le préenregistrer. Une vidéo, ça dépend. Ça dépend du temps que j'ai. Et en général, je filme mes vidéos face caméra quand je me lave les cheveux. Parce que sinon, je veux pas avoir l'air cradou en vidéo et tout. Donc je me lave les cheveux, je filme. Voilà, concrètement. C'est pour ça que j'ai toujours les cheveux mouillés. Mais quand ils sèchent, ils commencent à être brillants et tout. Donc c'est là que je filme en général. Bref. C'est une petite anecdote. Et en fait, j'avais mis une autre citation à la base, et c'était une citation sur les pingouins. Et en fait, les pingouins, Michael Bond, par le biais de Paddington, il décrit les pingouins comme étant des petits bonshommes sur leur 31, mais qui ont l'air tristes parce qu'ils savent pas où aller ils savent pas où sortir. Je sais plus exactement ce que c'est. Mais en gros, les pingouins, alors que c'est mon animal préféré, pingouins, manchots, hein, tout confondu. Ils sont tous habillés en smoking sur leur 31 quoi, parce que les pingouins on dirait que quand on dit en général t'es en costume pingouin, ça veut dire que t'es en queue de pie quoi. Vous voyez ce que je veux dire? T'es en costume, t'es bien habillé et tout, et en fait c'est des petits bonshommes qui sont super habillés comme s'ils allaient sortir, mais ils sortent nulle part. Ils sont tristes, c'est pour ça qu'ils font la tête, parce qu'ils sortent nulle part. Je trouve ça trop triste en fait. Oh la vache. L'aventure à Saint-Paul, donc St. Paul's Cathedral, elle est trop mignonne, j'adore, c'est hyper adorable, c'est trop instructif. Et je m'attendais vraiment, parce que comme il y avait marqué sur la boîte que c'est une institution britannique, Paddington, forcément, en tant que bon petit anglais, je voulais vraiment avoir des petites histoires purement londoniennes en fait.
Et à Saint-Paul, c'est vraiment du British à 200%. Il y a aussi At the Tower. Par contre, le dernier bouquin, le 20e et dernier, qui s'appelle Paddington and the Grand Tour, donc en fait c'est le grand tour de Londres, quoi. Il y a marqué sur la couverture A London Sightseeing Adventure. Mais en fait non, c'était hyper frustrant, c'était fouillis, j'ai pas tout compris, et surtout qu'en fait non, parce qu'il regarde un bouquin en fait. Paddington, il montre un pop-up de Londres, et je crois que c'est le pop-up dont il est question dans le film. Il me semble, ou alors c'est juste un livre comme ça, un guide touristique, quoi, mais le pop-up, effectivement, on en parle dans les livres, mais c'est pas aussi important que dans le premier film, hein. Et en fait, bah non, parce qu'il va pas dans Londres, en fait. Il va pas du tout dans Londres, justement, il pleut, donc le bus de touristes, il a pas pu partir, il y avait trop de gens dans le bus, donc du coup, ils ont tous dû descendre. Enfin, c'était un peu, c'était un peu décevant celui-là. C'est le seul qui m'a déçu de tout ce set. Sinon, il est hyper complet, il est trop beau. Tout fan de Paddington, franchement, foncez dessus, les yeux fermés. Bien évidemment, il faut parler anglais, un minimum. Mais si vous voulez d'ailleurs apprendre à parler anglais, c'est nickel. Franchement, c'est trop bien. Commencez par les petits livres éducatifs. Mais sinon, pour ceux qui veulent apprendre à parler anglais le plus, franchement, les gars, foncez dessus, n'hésitez pas. Hein, c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. Bon, maintenant, je vais reprendre mes autres brouillons parce que du coup, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il n'y a pas tous les avis lecture sur Internet. Donc, du coup, maintenant, je vais passer à l'article suivant. Donc, ça va être mon avis lecture sur les contes de Noël de Disney. Alors, j'ai l'impression que je parle beaucoup plus que quand je parle en vidéo face caméra. J'ai mis que c'est encore mieux de les lire après Noël. Ouais, je suis d'accord. Par contre, il m'a déçu. Parce que, donc, vous avez un conte sur Monsieur Scrooge, donc Picsou en réalité. Bonheur simple, pas l'étalage de thunes, machin, ok. La morale, elle est incroyable. C'est l'avarice, l'appât du gain qui attire le malheur. Donc, alors que Noël, à la base, c'est une fête qui est quand même censée... c'est ça que j'ai vraiment kiffé dans ce premier conte de Noël sur Monsieur Scrooge. C'est que Noël, pour moi, à la base, c'était pas l'étalage de cadeaux et l'étalage de thunes. C'est pas acheter des trucs hyper chers et tout. C'est vraiment le bonheur simple, en fait. La simplicité, le minimalisme, comme l'épisode d'avant. Je sais pas exactement si c'était l'épisode d'avant, mais bon. Je pense que c'était l'épisode d'avant. Et j'avoue que pour moi, c'est ça Noël. C'est le Noël de Mickey, vraiment. Après, l'histoire de l'apprenti sorcier, donc c'est Fantasia, typiquement. C'était la moins agréable, rien à voir avec Noël. Le troisième conte, c'est juste horrible. Donc effectivement, c'est Noël. Mais même pour des enfants, je pense pas que ce soit mignon. Parce que même si la morale est belle, Mickey, il perd son travail. Il troque son harmonica pour... Alors attends, je sais plus exactement. Il troque quoi? Son harmonica pour une chaîne. Pour une chaîne pour que Minnie... Parce que c'est une montre à gousset. Une montre de gousset. Une montre de gousset, je pense. Une montre à gousset, je sais plus. Enfin, Minnie, elle a une montre. Et en fait, il lui faut une chaîne pour porter sa montre. Et Mickey, il lui faut un étui pour son harmonica. Et en fait, ce qui est ultra bête, c'est que Mickey donne son harmonica pour avoir une chaîne. Et Minnie, elle donne sa montre pour avoir une boîte d'harmonica. Donc au final, elle a une chaîne, mais elle a plus de montre. Et Mickey, il a une boîte pour son harmonica, mais plus d'harmonica. J'ai trouvé ça vraiment horrible, en fait. Enfin bref. Le livre en lui-même est très joli. C'est des extraits des dessins animés. Les illustrations, elles sont bien grosses. C'est du papier glacé, comme dans Paddington. Un peu moins glacé, c'est un peu plus rugueux mat. Vous voyez ? Ça m'a fait penser vraiment aux dessins animés de mon enfance, en fait. Aujourd'hui, les dessins animés comme ça, ils font plus rêver du tout et c'est plus d'actualité, quoi. C'est les vieux dessins animés, entre guillemets. Après, le dernier, il m'a autant plu que le premier conte, mais il n'y a rien à voir avec Noël, en fait. Enfin, je trouve que ça fait pas rêver, ce volume 1 là. C'est le prince et le pauvre, voilà. Ça a toujours été une histoire sympa, c'est un peu comme Robin des Bois, mais c'est pas vraiment Noël. Après, j'ai quand même trouvé que ça faisait Noël parce que tu vas aider un peuple dans le besoin. Et pour moi, le fait d'aider quelqu'un dans le besoin, le fait d'apporter des valeurs purement humaines, bonté, donner de soi, l'empathie, etc., c'est une des valeurs fondamentales de Noël pour moi. Donc voilà. Mais le tome 1, globalement, m'a pas fait rêver. Pas trop magique. Chouette à posséder pour un fan de Disney, mais sans plus, quoi. Le prochain livre, vous avez déjà l'avis lecture en ligne, moi pas encore, mais bon, j'ai mes brouillons, ça aide. C'est le Club Secret des Fées. Il m'a été offert par ma maman, et c'est ouf parce que j'étais en train de le feuilleter, et en fait, maman, elle a pas vu que j'étais en train de le feuilleter, et elle l'avait déjà acheté avant, donc voilà. Bon, il est archi mignon. Vous pouvez aller voir mon article sur Instagram. J'ai pris une photo de la maison des fées et de leurs vêtements, je crois, de leurs penderies, des choses comme ça.
Et j'aime beaucoup les images en coupe, comme le plan de Poudlard et comme le plan du ministère de la magie dans Harry Potter le guide ultime. C'est des dessins en coupe et j'adore ça. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un dessin en coupe. C'est comme dans Paddington, à un moment donné dans le film. Vous avez une maison de poupée qui s'ouvre et en fait dans la maison de poupée, vous voyez de côté toutes les personnes, chacun dans leur chambre, avec leurs activités respectives et tout. C'est ça les plans en coupe. J'adore ça. Bon là c'est plus à viser des enfants. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça apprend le respect envers le travail acharné des parents, apprendre à dire merci. Enfin, il y a des tournures de phrases qui sont très très bien faites. Et remercier les faits, c'est un petit peu comme le Père Noël, vous voyez. C'est remercier, c'est témoigner une gratitude envers les parents qui sont fatigués, qui pleurent d'épuisement. Mais je dis bien maman et le papa, qui en fait sans doute autant, parce qu'on oublie souvent les papas dans les histoires. Et c'est pas toujours la mère en fait qu'il faut remercier, c'est aussi le papa. Même si je sais qu'il y a des parents qui se retrouvent dans un couple monoparental, enfin tout seul, pas un couple du coup, pour s'occuper de leurs enfants, mais il faut pas oublier qu'il y a un père et une mère en fait. Mais trop souvent on les oublie les papas, alors qu'ils sont quand même là. C'est la figure d'autorité, faut pas oublier. Hein. Donc je pense que le livre aurait pu insister. Ils se sont dit ouais les parents vont faire le reste. Moi, sachant que j'ai été prof, je peux te dire que les parents ne feront peut-être pas le reste en fait. Parce que la gratitude, c'est quelque chose qu'on oublie trop facilement. Le fait de dire merci, le fait de dire bonjour, le fait de dire pardon, le fait de dire s'il vous plaît. On l'oublie en fait. Et les parents, ils ont tendance à se dire vas-y, je vais donner une tablette à mon gosse et puis ça va l'éduquer. Bah non. Ou je vais lui donner un bouquin, ça va l'éduquer à ma place. Non. Quand tu fais lire un livre à ton enfant, il faut lire ce livre avec lui. Ou alors en parler. Du coup, t'as fini, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Comme ça apprend à l'enfant à juger un livre avec un regard critique, à donner son avis. Et à dire, bah voilà, qu'est-ce que t'en as pensé, à débattre, à discuter de ça. Je trouve ça hyper important et hyper intéressant surtout. Moi, je trouve que ça cultive l'intellectuel de votre enfant. Après, je dis votre enfant, mais j'ai 29 ans et j'ai lu ce bouquin. Voilà. La nature est très présente, les dessins sont beaux et se veulent assez modernes, tout en conservant le rêve d'antan. C'est vrai que les dessins sont assez modernes. C'est pas non plus du wokisme, mais j'avoue que parfois, je me suis dit, attends, cette petite fée, c'est un garçon ou une fille ? Enfin, voilà. Il y a des trucs où je me dis, ah, c'était pas obligé quand même. Mais bon, comme d'habitude, après, c'est juste moi qui ai remarqué ça avec mes yeux d'adulte. Je pense qu'un enfant ne s'en rendrait même pas compte, et heureusement. J'ai beaucoup apprécié aussi le petit carnet. À la fin du bouquin, il y a un petit carnet secret sur des créatures magiques, et les pecs d'Écosse, ou les pères d'Écosse, je sais pas comment ça se prononce, je savais pas du tout que ça existait. Et c'est un petit bestiaire sur les animaux fantastiques, quoi, les animaux magiques et tout, et j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Même s'il y a des bouquins pour les enfants qui font plus rêver, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est moyen quoi. Ouais, j'ai bien aimé, mais bon voilà quoi, c'était pas non plus la lecture du siècle. En fait, le Club Secret des Fées, j'ai mieux aimé que les contes de Noël de Disney, mais pas beaucoup plus quoi. Genre, je l'ai lu très vite, j'en avais un peu ras-le-bol, j'avais envie de m'en débarrasser entre guillemets dans mon challenge, dans ma palle du challenge, et puis basta quoi. Mais il est quand même sympa à posséder. C'est un livre qui est quand même, qui fait quand même rêver, qui est quand même bien. Mais je pense qu'un livre de la Fée Clochette fait plus rêver que celui-là. Voilà. Ça se veut moderne, ça fait rêver comme les livres d'avant, mais c'est quand même assez moderne. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, et ça c'est une exclusivité parce que je ne ferai pas d'avis lecture là-dessus, par contre, je pense que j'ai prévu de faire une vidéo dessus. Donc une vidéo purement... mon avis sur les magazines Daphne's Diary. Alors que je regarde mon planning, ouais, normalement, c'est à la fin de la semaine que je vous fais cette vidéo-là. Moi, c'est cool, je vais même pas filmer, bon, c'est pas grave. À la fin de cette semaine-là, normalement, vous avez mon avis complet sur les magazines Daphne's Diary. Donc, Daphne's Diary, je le redirai à la fin de la semaine, mais j'ai découvert il y a quelques années, en 2023, quand Caroline Millet, ouais, je crois que c'est ça son nom, Caroline Millet en a parlé, donc c'est Caro from Woodland. Et en fait, elle en a parlé sur son compte Instagram ou dans une vidéo YouTube, ou les deux d'ailleurs, ou dans un mail aussi, parce que je suis abonnée à sa newsletter. Et en fait, elle a été interviewée, donc Daphné a fait un article dans son magazine. Donc Daphne's Diary, c'est un magazine à mood, et en fait, quand j'ai vu dans quel magasin à côté de chez moi ils les vendaient, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi ? J'irai les chercher. Je vais pas m'abonner, parce que l'abonnement, ça coûte genre 68 €. 68 € si tu veux juste tous les numéros, dont 2 gratuits ou je sais pas. Parce que le numéro, il coûte 12 € je crois. Attendez que je regarde. Il m'a coûté combien ? Il m'a coûté 12 €, ouais. Il m'a coûté 12 € tout pile. Et celui de... Non, ça c'est celui de 2023. Le numéro 7 de 2023, qu'il y a dans mon haul du coup, que je vous ai présenté dans la vidéo haul.
il m'a coûté 12 €. Et sinon, Daphne's Diary 2025, le tome 1, dans le numéro 1, il m'a coûté 10 €. Donc 9,95 je pense. J'arrondis à chaque fois maintenant parce que ça me saoule sinon. Et en fait, au début, j'hésitais vraiment parce que l'abonnement, 68 et quelques, mais 25 € de frais de port ou un truc comme ça. Je crois qu'une fois, j'avais essayé de commander un seul magazine, ce magazine-là, justement, de 2023, sur Caroline Millet, et en fait, avec un article sur elle, et en fait, ça me coûtait 25 €. Genre, le magazine, il te coûte 10 €, 15 € de frais de port, alors que ça vient des Pays-Bas. Mais faut pas déconner, en fait. Mais tu te payes ma tête. Donc, du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais en kiosque. Voilà. Ou je les achète sur Amazon. Alors, celui que j'ai acheté sur Amazon de 2023, il est arrivé un petit peu corné, j'ai dû le réparer et tout. Mais alors c'est sûr qu'en kiosque c'est beaucoup plus appréciable, mais quitte à faire 25 minutes de route pour aller le chercher dans une maison de la presse dans la ville d'à côté, enfin d'à côté à 30 minutes du coup, mais c'est la ville d'à côté, ouais je pense que je le ferai parce que les frais de port c'est trop abusé, genre c'est waouh. Si tu demandes un cadeau, les frais de port ça va être quoi, 30 balles. Parce que tu peux avoir une parure de lit, tu peux avoir l'agenda, tu peux avoir, enfin voilà, t'as pas mal de cadeaux qui te sont proposés avec l'abonnement. Mais les frais de port, ça va être combien en fait? Enfin, c'est un peu déconnant. Bref. Voilà. Donc, Daphne's Diary, si vous voulez, je vous invite à voir ma vidéo à la fin de la semaine, qui est mon avis lecture. Vraiment, je vous montre page par page tous les numéros que je possède. J'en ai 3, il me semble. J'ai celui de décembre 2024, celui de janvier 2025 et celui, le numéro 7, donc celui d'automne 2023. Voilà. J'ai vraiment hâte d'avoir celui de printemps 2025 parce que moi, j'aime beaucoup les petites poules. Je trouve que l'esthétique des poules, des poussins, des petits œufs, etc. autour de Pâques, c'est vraiment sympa. J'adore ce mood. L'été, je déteste, mais alors le printemps, je trouve que après un hiver comme ça où on n'a pas eu de chauffage, je peux te dire que le printemps, oui, j'ai envie cette année. Mais l'été, pas du tout. Non, l'été plutôt crevé, ça c'est sûr. Enfin bref, c'est purement subjectif. Mais du coup, je vous invite à aller voir du coup ma vidéo qui sera beaucoup plus détaillée où je vous montrerai tous les numéros page par page. Alors le prochain livre, c'est une exclusivité aussi, parce que je vais vous parler de Codex Arthurus. Donc c'est la collection des mythes et légendes du roi Arthur, qui a été sortie par la collection RBA. Donc c'est en marchand de journaux, en maison de la presse, etc. Et en fait, j'étais vraiment hyper hypée, je voulais m'abonner même. Le truc c'est que j'ai acheté le tome 2. Je vous en ai parlé dans mon haul, mais j'ai pas pu vous le montrer en physique parce que j'ai dû le rapporter en fait parce qu'il y avait une énorme erreur d'impression. C'était assez n'importe quoi. J'étais en train de taper mon avis lecture quand je me suis rendu compte que j'avais le chapitre 1, le chapitre 2. Le chapitre 2 a été réimprimé une deuxième fois après 2 pages du chapitre 3. Du coup, j'ai pas le chapitre 4 et j'ai que le chapitre 5. Donc je me suis dit, je vais le rapporter. Donc je l'ai rapporté et en fait, on m'a dit que quand le tome 3 sortira, du coup, pour moi, il sera gratuit. Parce que comme je l'ai renvoyé, même si j'avais surligné des trucs et tout, parce que la légende du roi Arthur, j'adore, j'ai fait un petit peu de mon mémoire dessus. Et je vous avoue que j'étais vraiment déçue en fait. Je me suis dit, mais attends, t'as des gens qui corrigent avant de l'imprimer? Et j'aimerais savoir si je suis pas la seule, parce que j'ai vu aucun autre avis dessus. Après, peut-être que les gens vont pas l'acheter et que du coup, ils vont abandonner la série en cours de route, je sais pas, mais bon, voilà. Donc, c'est la collection RBA. C'est un très bon condensé. Alors, le tome 1 sur le roi Arthur, l'ascension, donc il y a son enfance, Excalibur, sa rencontre avec Merlin, et la guerre qu'il a menée à défendre Caerleon. Donc, c'est un fief de sa famille. La vérité sur sa naissance, il y a vraiment tout qui y est. Et c'est 130 pages, grosso modo. Et c'est vraiment très, 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 très bien détaillé. Et si vous avez adoré le travail de Geoffrey Chaucer, donc Chaucer, c'est lui qui est à l'origine de la Kelmscott Press, vous avez aussi les illustrations de William Morris, donc les enluminures médiévales. C'est très joli et c'est aussi un condensé, bien évidemment, de l'œuvre de Chrétien de Troyes. Mais ça, enfin bref, si vous aimez tout ça, ça va vous régaler. Voilà. Après, vous avez sans doute lu l'Historica Britanniae, je crois que c'est ça. Historia Britanniae, je sais plus, l'histoire britannique, quoi. De Geoffrey of Monmouth. C'est un moine qui a réalisé ça. C'est incroyable. Enfin bref. N'hésitez pas, du coup. C'est au niveau de l'histoire britannique, moi j'adore. En plus d'être un très bel objet livre, mais je sais plus parler. En plus d'être un bel objet livre, il est très bien écrit et c'est surtout très accessible. Dans la façon dont l'histoire a été romancée, pas romancée en mode amour, mais romancée mis en roman,
Je trouve que c'est très bien fait, parce que Chrétien de Troyes, c'est assez... c'est très compliqué. Franchement, vous allez vous tirer une balle. Sachant qu'il y en a, c'est de la poésie en plus, donc c'est un peu compliqué. Mais comme je suis passionnée par le mythe arthurien depuis, grosso modo, j'avais, je crois, 12 ans, c'est là que j'ai adoré aussi Oxford, c'est là que j'ai commencé à kiffer Tolkien, c'est là que j'ai... Enfin bref, j'étais surexcitée de voir que encore aujourd'hui, en 2025, t'as une nouvelle publication sur cette histoire légendaire. Après, j'ai acheté un bouquin, c'est Histoire du roi Arthur, et je l'avais trouvé chez Cultura. Je l'ai pas lu en entier, et franchement, je me dis... comme le tome 2 m'a un peu déçue, vu que j'ai pas pu tout lire, c'était sur Merlin, c'est le Codex Merlinus du coup. Comme j'étais vraiment déçue, je me suis dit, peut-être que je vais lire celui-là à la place. Le gros que je m'étais acheté chez Cultura, parce que franchement les gars, sérieux quoi. Alors j'avais mis dans cet avis lecture que ce serait en 10 tomes. C'est ce que je mettais dans l'avis lecture. Que cette collection serait en 10 volumes. Mais alors attendez, je vais aller voir du coup, parce que je sens qu'on va se faire avoir les gars. Vraiment, je sens qu'on va se faire avoir. Donc, le tome 1, le roi Arthur, le tome 2, Merlin, mais bon, erreur d'impression. Le tome 3, la quête du Graal et les chevaliers de la table ronde. Le tome 4, Merlin l'enchanteur dans la tour sombre. Numéro 5, le roi Arthur contre les 11 royaumes. Numéro 6, la quête du Graal et les armes sacrées. Je pense qu'on va vous parler de la lance de Saint-Georges. Numéro 7, la dame du lac et le secret d'Avalon. Tome 8, le roi Arthur et la bataille pour la couronne. Tome 9, Merlin l'enchanteur et la prophétie des druides. Tome 10, la quête du Graal et le château des ténèbres. Mais ça s'arrêtait jusqu'au tome 10. Et en fait, il y en a 20, apparemment. Tome 11, la fée Morgane et le feu de la vengeance. Donc en fait, je vais corriger mon avis lecture en live. Je vais mettre que c'est en 20 tomes. Voilà. Numéro 12, le pouvoir de Camelot et la terre maudite. Numéro 13, l'île d'Avalon, ou d'Avalon, ça dépend comment vous dites, et les dieux anciens. Numéro 14, la fée Morgane et la trahison du sang. Numéro 15, l'ogre sous le règne d'Arthur. Numéro 16, Merlin l'enchanteur et l'usurpateur Vortigern. Numéro 17, la quête du Graal et les rois éternels. Numéro 18, le pouvoir de Camelot et la forteresse perdue. Numéro 19, la dame du lac à la cour du roi Arthur. Et numéro 20, les dieux anciens et le chaudron magique. Incroyable. Mais je me dis... je sais pas. En fait, là, il y a marqué le numéro 2 pour 10,99, 11 € plus 50 centimes de frais de port. Le numéro 3 gratuit. Je me suis pas abonnée et j'aurais quand même le numéro 3 Mais je vais y arriver. Le numéro 3 gratuit, je pense. Quand vais-je recevoir mon premier colis, 16,48 €. En fait, quand vous vous abonnez, vous avez des cadeaux aussi avec... Alors, vous avez quoi? Moi, je ne l'ai pas encore fait, hein, franchement. Vous avez un carnet, bon, tout noir, il n'y a rien de spécial. Vous avez des facsimilés reproduisant les blasons des 9 cycles. Les 4 superbes illustrations exclusives. 2 élégants serre-livres, moi je les trouve dégueulasses. Et le livre, ça par contre c'est cool parce qu'il coûte 30 balles sur Amazon. Le grand atlas des dragons et chimères. Après, c'est des cadeaux, hein, donc en soi vous ne les avez pas payés. Hein, mais c'est juste que de base, c'est intéressant plus ou moins. Après, j'ai hésité à m'abonner parce que je me suis dit, comme ça je suis pas obligée d'aller en marchand de journaux pour le chercher à chaque fois. Et je reçois les cadeaux en plus. Mais si c'est pour avoir un numéro 2, si c'est pour avoir... Oh, à tes souhaits! Si c'est pour avoir plusieurs numéros avec des erreurs d'impression, je suis pas sûre en fait. Donc je vais voir le numéro 3. Normalement, il devrait sortir dans la semaine, là, donc début février. Pour moi, pas pour vous. Donc, comme il devrait sortir là dans la semaine, je devrais être appelée par ma maison de la presse qui du coup m'a dans ses petits papiers pour m'appeler à chaque fois. Et je pense que, donc du coup, il sera gratuit pour moi. J'irai le chercher, je verrai s'il y a une erreur d'impression ou pas. Et effectivement, si je vois qu'il n'y en a pas et que le livre m'a plu, j'irai acheter les autres. Mais si je vois une deuxième couille comme ça, je m'arrête. Même si ça a l'air vachement bien. Je m'arrête. Parce que c'est pas possible en fait. RBA, il faut contrôler vos parutions. C'est un délire, c'est pas possible. Et surtout que ce qui m'a énervé, c'est que je pensais... Moi, je leur ai envoyé un mail. J'ai jamais eu de réponse. J'ai essayé de les appeler, ça répondait pas. Et surtout que ma maison de la presse, quand elle a demandé, ils m'ont dit, on a demandé à la collection RBA de nous le renvoyer. Ils ont dit, non, on va pas pouvoir le rééditer, on sait pas ce qu'on en a fait, je sais pas quoi. Ouais, ils ont la flemme, quoi. Ils ont la flemme de te renvoyer un bouquin. Non mais sans déconner, c'est une blague? T'en envoies dans toute la France. Et en plus du numéro 3, t'envoies un numéro 2 à cette maison-là. Enfin, c'est quoi le problème, en fait? Quand j'avais vu dans le tome... c'est moi qui avais vu dans la librairie d'à côté. Bon, c'est la librairie Leclerc, hein, mais elle est incroyable, la mienne. Surtout qu'ils me connaissent, hein, franchement, le nombre de fois que je viens. Il y avait une erreur dans le tome 12 des grands classiques, les coloriages mystères.
Je leur avais dit, ils en avaient parlé et ils avaient reçu un carton entier en fait. C'est pas un problème de réimprimer et de renvoyer. C'est une maison d'édition, je veux dire, c'est ton boulot. Donc le fait de pas être foutu de réimprimer le Codex Merlinus, c'est quoi le délire? Oh, j'étais vraiment énervée, j'étais pas bien. Surtout que j'adorais ce que je lisais. Enfin, la quête du roi Arthur, quoi. Oh, ça m'a saoulée. Oh, je vous jure, ça m'a saoulée. Enfin bref. Donc, je vous ferai un update. S'il faut, je ferai un épisode de podcast sur ça ou une vidéo sur ça, mais je vous ferai un update, c'est sûr. Donc, le prochain bouquin qui va me permettre de me calmer, parce que franchement, le truc d'avant, les codex, Kelmscott et tout, héraldique, généalogie, carte, enfin, c'était vraiment sympa. Le compendium, c'est hyper pratique pour se rafraîchir la mémoire sur les anglo-saxons, bretons, tout ça. Oh là là. Donc, le prochain bouquin, du coup, ça y est, pardon, il fallait que je termine parce que j'avoue que ça m'a frustrée là. Donc le prochain bouquin, il m'a vraiment fait du bien, c'est Narnia, l'intégrale. Et au mois de janvier, j'ai réussi à lire un tome de Narnia par jour en fait. 26 janvier, j'ai lu le tome 1, 29 le tome 2, le 30 le tome 3, le 31 le tome 4, le 31 le tome 5. Ouais, le 31 franchement... Mais je voulais mes 30 bouquins en fait. Je voulais lire 30 livres. Mais j'avais même pas capté que c'était 30. Mais j'avoue que si j'en avais lu 29, j'aurais été frustrée comme tout. Donc, je reconnais que j'ai jamais lu Narnia de toute ma vie. Mais effectivement, je vais donner mon avis sur C.S. Lewis, qui faisait partie des Inklings avec Tolkien. Donc, le tome 1, grosso modo, c'est la jeunesse d'Aslan qui donne vie à Narnia, comme Dieu créa notre monde. Bon, il y a des moments qui sont comiques, un peu inutiles, un peu lourds, un peu longs, etc. Mais c'est la façon dont C.S. Lewis écrit parfois, c'est un petit peu des paraboles saintes. En tout cas, quand Aslan se met à parler. On apprend des choses très utiles par rapport aux deux, donc qui a été adapté en film, parce que le tome 2, c'est Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Ça a été adapté en film, et c'est le Narnia 1 en film. Le tome 3, du coup, c'est Le Prince Caspian. Le tome 4, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, ça a été respecté. Mais sinon, en fait, ils ont fait 2, 3, 4 en film, non? Attends. Non, parce que le 3, c'est le cheval et son écuyer. Bah non, puisque le 5, c'est le 5, Donc le 1... le premier film, c'est le livre 2. Le deuxième film, c'est le livre 4. Et le troisième film, c'est le livre 5. Voilà. Je vous dis ça maintenant, comme ça c'est fait, on a posé les bases. Donc, dans mon intégrale, en tout cas, qui fait quand même 868 pages et quelques, il est quand même colossal. Faut le poser sur une table si vous voulez le lire, parce que sinon, au lit, c'est pas possible, par exemple. Donc, on apprend beaucoup de choses, et surtout que, mine de rien, chaque tome fait une centaine de pages. Enfin, dans cette intégrale. Par contre, j'ai regardé les bouquins en version classique, donc un par un, mais j'aimais pas trop l'édition, c'est pour ça que j'ai voulu celui-là. Et je l'ai reçu à Noël de la part de ma belle-maman. Et en fait, elle m'a offert l'intégrale parce que je l'ai mis sur ma wishlist. Qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant? Je me souviens plus. Ah oui, parce que les éditions de livre par livre, tome par tome, me plaisaient pas forcément. Et en fait, là, le fait que ce soit 100 pages par rapport à 250 de l'édition normale, du coup, les chapitres, ils me paraissent vraiment très courts. Donc, mais je pense que c'est l'édition qui fait ça en fait. Donc du coup c'était agréable à lire parce que tu lis 6-7 pages écrit petit, mais bon, moi pour l'instant ça va. Par contre, je me suis fait la réflexion que des enfants d'aujourd'hui, avec la descente aux enfers de l'éducation, je cite mon article, ne comprendraient rien au style d'écriture. Mais comme moi je suis d'une ancienne génération, la dernière qui sache encore lire, en fait, enfin, qui sache encore lire quoi que ce soit d'un niveau supérieur à un roman de Sarah Dimas par exemple. Oh punaise, j'avais mis roman de gare dans mon article, mais bon, globalement, un palais de roses et de machin, là, c'est un roman de gare, on va pas déconner quand même. Enfin, c'est bien écrit, mais au niveau de la romance, punaise. Regarde-toi un film X, ça revient au même. Donc là, Narnia, je me dis, il faut quand même avoir un niveau intellectuel assez... un niveau de compréhension de lecture assez élevé. Mais une fois qu'on s'y fait, franchement, il n'y a pas de problème. Le tome 2 était... Ouais, donc je fais tous les tomes d'un coup que j'ai lus. Le tome 2 était très très fidèle au film. Bon, il y a des scènes qui sont pas forcément là. Par exemple, la balle qui casse une fenêtre et qui du coup fait s'enfuir les enfants dans l'armoire. Dans le bouquin, en fait, c'est un groupe de touristes. Voilà, qui était venu visiter le manoir du professeur Kirk, d'Igory Kirk, qui est le personnage d'ailleurs. Le professeur Kirk, donc qui est le vieux bonhomme dans le 2, enfin dans le film 1. En fait, c'est le personnage principal du tome 1. Voilà. Les descriptions de nourriture dans tous les tomes, c'est complètement... Waouh. Enfin voilà, il y a quelques différences qui sont pas... En vrai,
je dois dire que par rapport au Prince Caspian et à l'Odyssée du Passeur d'Aurore, entre le bouquin et le film, je dois dire que le tome 1 et le film 1, c'est hyper fidèle. Le film, il dure quand même 2h30. Et c'est très long pour l'époque, franchement. Pour l'époque, c'était très long, parce que c'était dans les années 2000. C'est hyper long. Enfin, pour l'époque. Aujourd'hui, les films, ils font 3 heures, il n'y a aucun problème, quoi. Mais je pense que, honnêtement, lire la totalité du tome 2, ça prend grosso modo le même temps. Si tu te concentres sur toute la lecture du tome 2, tu dois passer 2h30, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est à peu près la même chose. Enfin bref, sinon j'ai trouvé que la fidélité entre le tome 2 et le film, c'est nickel. Donc si vous voulez pas lire le 2 et voir juste le film, il n'y a pas de souci. Mais je vous conseille quand même de lire le 1, qui est la genèse du coup de la création de Narnia par Aslan, comme la création de Dieu, enfin bref, vous avez compris, je vous l'ai déjà dit. Du coup, je pense que c'est une bonne lecture. Je vous mets quand même des chapitrages, parce que là j'ai parlé du 1 et du 2, mais parce qu'ils vont ensemble, et là je vais vous parler du 3 et du 4. Alors le 4 et le 5, dans les faits, vont ensemble, alors que le 3, il est tout seul. Le 1 et le 2, ça va ensemble. Le 4 et le 5, ça va ensemble. Le 3, il est tout seul. Mais dans mon ordre d'avis de lecture sur Instagram, forcément, j'ai pas mis le 3 tout seul, parce que l'article aurait été trop court. Bon, à la base, je vous avoue que comme le bouquin, il fait 869 pages, mais que c'est Narnia, je pensais que ça serait court à faire un avis lecture. Donc que j'allais avoir besoin d'un seul avis lecture. Et au final, je vais en faire 4. Mais ça va prendre que 2 semaines parce que je vais les poster le mercredi aussi. Je sais pas si c'est déjà posté pour vous, mais bon bref. Au moins vous le saurez. Je vais faire 2 avis lecture par semaine du coup. Parce que honnêtement, mon feed, j'en ai plus rien à foutre. S'il ressemble, si ça fait le damier comme avant, je m'en fiche. Bon, le tome 3, c'est celui que j'aime le moins. Parce qu'il se passe un peu dans un pays de... Enfin, il se passe dans un pays de style oriental. Style le Maroc, et encore, non, la Perse, mais à l'ancienne. La Perse à l'ancienne. Ce qu'on appelait Perse avant, quoi, donc l'Égypte. Et je dois vous dire que, ouais, c'est pas trop mon style, en fait. C'est pas trop mon style, et surtout que ce pays qui s'appelle Calormen, c'est un pays qui est décrit comme étant assez violent, assez aride et tout, et du coup, c'est pas mon kiff, en fait. Le style oriental, c'est pas ce que j'aime bien. Même niveau nourriture, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc, si je peux m'en passer, je m'en passe. Hein. Donc voilà, je suis pas forcément fan. Et c'est que à la fin de ce tome qu'on arrive à Narnia et que tout s'éclaire. Tu comprends pourquoi on te parle de tout ça, en fait. On y revoit Suzanne, Edmund, le faune Tumnus et Lucie. Peter, il est que cité, mais parce que ça se passe, en fait, pendant l'âge d'or du roi suprême Peter et de ses frères et sœurs. Parce qu'à la fin du 2, du coup, les quatre enfants Pevensie sont couronnés rois et reines de Narnia. Et en fait, le tome 3, ça se passe pendant l'âge d'or, donc du règne de ces 4 frères et sœurs. Mais les nouveaux personnages sont quand même très attachants, la fin est incroyable, même s'il faut traverser le désert avant de kiffer ce que j'ai lu. Bon. Après, je crois qu'il est question de Narnia. C'était un endroit très paisible, isolé et tranquille. Ah non, c'est pas Narnia, c'est le bastion de l'ermite. C'est le bastion de l'ermite dont il est question, à la fin du 3. J'adore. Du coup, le tome 4, le deuxième film, je trouve qu'il est pas du tout fidèle, parce qu'il a mélangé la chronologie, il a changé, supprimé, ajouté des trucs un peu à sa sauce, j'ai pas tout compris. L'enfance de Caspian n'est pas montrée. Cornelius, il retrouve pas le prince de cette façon-là. C'est lui qui retrouve le prince, c'est pas le prince qui va chercher Cornelius en prison comme dans le film. Le nain, il se fait pas capturer dès le début. Il se fait capturer bien après, en fait. En fait, dans le film, vous allez avoir comment ça s'appelle ? La table de pierre. La table de pierre, ils ont érigé un bâtiment autour. Et à la table de pierre, c'est là que le nain se fait capturer. C'est pas dans la forêt quand il rencontre Caspian. Genre, c'est pas 2 minutes après avoir rencontré Caspian, mais bon. La rencontre entre les 4 enfants et Caspian, ça se fait pas comme ça du tout, comme montré dans le film. L'attaque de Miraz, c'est pas comme ça non plus. Par exemple, l'attaque dans le film où c'est Peter qui lance la première attaque contre Miraz, elle n'existe pas. Hein. Donc le film, il est très chiant par rapport au bouquin, je trouve. On comprend mieux le retard d'Aslan, alors que dans le film, t'as l'impression qu'Aslan, c'est un branleur, quoi. Donc l'histoire de Telmar. Pourquoi les Telmar, ils sont à Narnia ? En fait, c'est juste un pays de l'Ouest qui est venu conquérir Narnia. Voilà, mais c'est des humains. Mais les humains qui, à la base, venaient d'un autre monde. Mais les autres mondes, on vous les explique dans le tome 1. Donc j'avoue que les différences entre le film et le bouquin, ça m'a vraiment saoulée. Mais j'ai lu le bouquin,
J'avais lu genre 4 chapitres du bouquin, j'ai vu le film, et après j'ai fini de lire le bouquin le jour d'après. Donc en fait, j'ai fait tout en même temps. Bon, après je peux comprendre les ajouts scénaristiques, parce qu'en général, un roman, pour que ça soit un film, faut que ce soit cinéma-friendly. Faut qu'il y ait de l'action, faut que ce soit intéressant, faut que ce soit haletant en fait. Mais j'avoue que je me suis sentie perdue face à des trucs inutiles, un peu incompréhensibles. Voilà. À la fin du film, ce qui m'a saoulée, c'est que Aslan, il envoie les Telmarins volontaires à travers un portail. Dans le film, t'as l'impression qu'ils vont à Londres. Alors qu'en fait, Aslan, il les envoie sur une île du Pacifique déserte. Il les envoie pas à Londres. Sauf que dans le film, c'est pas dit ça. Donc si on regarde que le film, tu dis « Waouh, t'as les habitants de Telmar qui vont à Londres. » Bah pas du tout. Donc le tome 4, il est sympathique. Il est un peu long, il est un peu lent. Voilà. Bon, moi, j'ai lu en diagonale parce que franchement, tu vois le film, tu comprends à peu près par où il passe avec les gorges, etc. Mais... même si ça s'appelle Le Prince Caspian, j'ai pas eu l'impression que Caspian était le personnage principal. Et par contre, dans le film, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'amourette. La petite amourette, grosso modo, entre Suzanne et Caspian. Il n'y a pas dans le bouquin, et je trouve que c'est un ajout quand même sympa dans le film. Et du coup, on finit cet épisode par mon avis lecture du tome 5. Ouais, cet épisode est vraiment long parce que j'ai lu énormément de choses. L'Odyssée du passeur d'aurore. Donc c'est le film numéro 3, et c'est le tome 5. C'est mon tome préféré. Je l'ai lu d'une traite. J'ai passé ma journée à faire ça du matin jusqu'au soir, en prenant quelques pauses bien évidemment. Mais j'étais tellement accaparée par cette épopée en mer que j'avais la tête embrumée, tournante, incapable de faire autre chose que de continuer ma lecture. J'adore. C'est la suite directe du Prince Caspian. Et le début de l'Odyssée du passeur d'aurore, c'est dit dans le film, mais pas très... Enfin, pas très distinctement. Le but, en fait, de Caspian, c'est de retrouver les 7 seigneurs qui sont du coup loyaux à la lignée de Caspian, qui avait été envoyé en mer pour aller au bout du monde, enfin sur les mers orientales, grosso modo, donc sur les mers de l'Est, par Miraz. Ah, j'avais pas mis. Envoyé sur les mers orientales par Miraz. Par Miraz, ouais, en exil en fait. Envoyé en exil. Je vais le mettre ça comme ça. En exil sur les mers orientales par Miraz. Le bout du monde, pour retrouver le bout du monde, là où serait le pays d'Aslan. La fin m'a touchée en plein cœur, j'étais hyper émue, j'ai pleuré, c'est bourré d'action. Chaque île rencontrée raconte sa propre légende. Après... Ah oui, ouais, j'ai mis une citation. J'ai mis une citation d'Aslan. Et il le dit effectivement à la fin du film. C'est « J'y suis », répondit Aslan, « mais je porte là-bas un autre nom. C'est pour cette même raison que vous avez été transporté à Narnia, pour que, en me connaissant un petit moment ici, vous puissiez maintenant mieux me reconnaître là-bas. » Donc là-bas, c'est dans le monde, dans notre monde à nous. Dans le monde des enfants Pevensey, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Londres. Et en fait, c'est Dieu. On voit clairement que Aslan, c'est Dieu, en fait. Et le monde de Narnia, c'est vraiment la Bible. Mais à destination des enfants, et c'est écrit d'une telle façon, c'était incroyable. Donc forcément, comme c'est avec Dieu, on y met beaucoup de belles valeurs de l'humanité au premier plan. L'amitié, la dévotion, la compassion, l'écoute, la bonté, les devoirs, les promesses tenues, la chevalerie, le changement, l'évolution. Le personnage d'Eustache, j'ai trouvé son évolution incroyable. Caspian, bien évidemment, et puis Ripistiche, je sais plus comment il s'appelle, la petite souris, Rip, il l'appelle tout le temps Rip, donc au final j'ai oublié son nom. Et toute l'évolution de ces personnages-là est juste incroyable. Et en fait, Rip, la petite souris, dès le début, te dit que le but de sa vie, c'est de voir le pays d'Aslan au bout du monde. Et en fait, j'ai eu le OK, je me suis retenue. Je me suis dit, ah bah non, en fait, j'ai eu un petit rot que j'ai pas laissé échapper, du coup. Rip, en fait, te dit que son but, c'est d'aller voir le bout du monde. Et en fait, à la fin, Rip, tu comprends pourquoi il part. Mais dans le film... Tu comprends pas? Enfin, genre, c'est Rip qui dit « Ouais, vas-y, moi je vais y aller, je vais partir et tout. » D'accord, ok. Le 3 est sympa, mais je trouve qu'il est grosso modo moins bien que le 2 et largement moins bien que le 1. Le 1, il est phénoménal. Le film 1 de Narnia, c'est un chef-d'œuvre. Il est plus fidèle par rapport au bouquin que le Prince Caspian, mais les différences se voient et ça me saoule. Je comprends pas. J'imagine que c'est encore une fois à visée scénaristique pour rendre le film plus palpitant, mais ça rend pas hommage au roman, en fait. Enfin, y a cette espèce de brouillard vert, alors que le brouillard vert dans le bouquin, c'est les îles obscures. Ça prend 2 pages. Ça prend un petit chapitre, 4 pages maximum. Alors que dans le film, c'est toute l'histoire principale, en fait. Donc bon, ça m'a un petit peu saoulé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis que c'était moins bien que le 2. Un peu mieux. Je vais mettre un peu mieux que le 2. Un peu mieux que le 2. Ouais. Un peu mieux que le 2. Ouais, je vais mettre ça comme ça parce que
Là, vous voyez, avec le recul, j'aime bien écrire mes avis lecture à chaud, mais à froid, je me rends compte qu'au final, mon avis n'est pas le même. Je sais pas si ça vous fait la même à vous. Donc c'est un coup de cœur de l'année 2025. Par contre, je devrais mettre deuxième coup de cœur. Deuxième coup de cœur de l'année 2025 parce que Harry Potter, le guide ultime, bah oui, franchement, je suis contente de commencer 2025 par ça. Mais est-ce que j'ai mis dans mon coup de cœur dans mon article que c'était un coup de cœur? Je ne sais pas. Est-ce que... Ah ouais, du coup, bon. Premier coup de cœur de l'année 2025. Je vais mettre premier coup de cœur dans mon article parce que le guide ultime, c'est pas vraiment un roman, mais ça fait partie de mes coups de cœur quand même. Deuxième coup de cœur. Ouais, je vais quand même mettre deuxième coup de cœur après le guide HP. Quand même. Faut pas l'oublier, le guide HP. Parce que là, vous voyez, à froid, là, tous mes articles, je les écris à chaud pendant que je lis. Je pose le livre quand j'ai quelque chose à mettre. Je prends mon téléphone, j'écris mon avis lecture. Mais honnêtement, je trouve que à froid, je me dis, le guide Harry Potter, il était incroyable. Donc c'est sans doute mon premier coup de cœur, ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, en considérant l'Odyssée du Passeur d'Aurore comme mon coup de cœur 2025, enfin, un de mes premiers coups de cœur 2025, je me rends compte que un livre devient mon coup de cœur lorsqu'il me touche en plein cœur, en fait. Coup de cœur, il me touche en plein cœur. Peu importe le genre littéraire. Bon, là, bien évidemment, c'est une fantasy, en plus créée par C.S. Lewis lui-même, héritier de l'âge d'or intellectuel de notre monde. Je suis bien d'accord avec moi-même. Donc forcément, le livre, il a fait indubitablement mouche. Bah oui, il a fait mouche parce que c'est une fantasy incroyable créée par un auteur incroyable. Mais j'avoue que, par exemple, en 2024, j'ai lu Un jeudi saveur chocolat. C'est pas du tout un genre un genre littéraire que j'ai l'habitude de lire. Et pourtant, ça a été mon coup de cœur. Mais parce qu'il m'a touchée, en fait. Il m'a vraiment profondément touchée. Donc je me dis, dès qu'un bouquin me touche, en fait... avec des valeurs humaines, une belle morale, une belle fin, etc., bah ça va être un de mes coups de cœur, en fait. Mais j'avoue que j'étais complètement paumée, j'avais mal à la tête, j'ai eu un vertige, j'étais pas loin du malaise vagal, tellement j'ai passé de temps à lire, la tête baissée sur mon bouquin. Qui suis-je? Où suis-je? Je savais vraiment plus où j'étais, quoi. J'étais perdue après avoir lu toute la journée, j'avais aucune envie d'arrêter de lire et de sortir de Narnia et tout, et j'étais vraiment perdue, en fait. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça en lisant un livre, le fait d'être perdu complètement et de vous dire punaise, mais où est-ce que je suis, quoi? Je pense que c'est le cas quand vraiment vous êtes en train de lire un coup de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est ça. Mais du coup, Harry Potter, le guide ultime, j'étais pas du tout complètement perdue en arrêtant de le lire. Hein. Mais il est vraiment incroyable parce que c'est un très bon guide. Mais du coup, est-ce que c'est un coup de cœur autant que... Enfin voilà, je sais pas exactement comment vous faites pour déterminer à quel moment c'est un coup de cœur ou c'est une excellente lecture ou alors un coup de cœur. Ou alors, est-ce que pour vous, une excellente lecture, c'est forcément un coup de cœur? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Bon, bah du coup, c'est enfin la fin de cet épisode. Mais il y avait 30 bouquins quand même dont je voulais vous parler. Hein, donc voilà. C'est pour ça que c'était une vidéo un peu longue. Donc j'espère que cet avis lecture et bilan du mois de janvier vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour m'encourager si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter aussi, à donner votre avis dans les commentaires et à partager cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté, parce que j'allais dire regarder cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et d'avoir passé ce temps à mes côtés aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis très active. Et puis en attendant la prochaine vidéo et le prochain épisode, portez-vous bien!